Tout le monde est là? Oui. C'est là. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence nombreuse. J'ai l'impression que vous attendiez peut-être parce qu'on vous a prévenu assez tardivement. Donc, comme vous le savez, le mandat à la présidence du MR arrive à son terme en novembre 2023. Et donc, la question s'est posée de savoir comment nous allions procéder. Mais le but de nos discussions n'a pas été d'avoir une discussion sur la base du mandat à la présidence, mais vu que nous sommes aujourd'hui à 8 mois du scrutin de juin prochain, c'est d'envisager un déploiement global de l'équipe MR en vue de ces élections pour nous présenter de la manière la plus efficace et la plus convaincante aux yeux des électeurs. C'est la raison pour laquelle on a eu plusieurs réunions. On a envisagé les différents moments, l'actuel, celui de l'élection, ce qui suivra également. Et donc nous sommes parvenus à une proposition du bureau exécutif du MR qui a été soumise au conseil du parti et que le conseil du MR a adopté à l'unanimité ce matin, il y a donc quelques minutes. Alors pour être tout à fait clair avec vous, je vous propose de lire cette proposition qui vous sera adressée par ailleurs par email. Et ensuite, on pourra bien évidemment avoir un échange, sachant également que notre objectif aujourd'hui, c'est de lancer le début d'un processus en vue des élections de 2024 et donc d'évoquer aussi avec vous nos objectifs et les thématiques qui seront particulièrement importantes à nos yeux à défendre, à la fois dans l'intérêt de nos régions, mais aussi du pays. Alors, dans le cadre de l'organisation de la campagne à venir, le Conseil du MR a décidé de ne pas organiser d'élection à la présidence du parti au terme du mandat actuel qui s'achève le 29 novembre 2023 et prolonge le mandat du président Georges-Louis Boucher jusqu'au 30 novembre 2024. Par ailleurs, le Conseil désigne Sophie Wilmès, qui sera chargée aux côtés du président des relations externes du MR, des négociations et de leur coordination. Ils, donc Sophie et moi, seront accompagnés dans ces négociations par niveau de pouvoir d'un chef de file. Il s'agit pour le fédéral de David Clarinval, qui vous demande de bien vouloir l'excuser, mais il entame sa 25e heure consécutive de réunion. Je tiens quand même à souligner la performance sportive au-delà des discussions politiques. Il s'agit donc pour le fédéral de David Clarinval, pour la Wallonie de Willy Borsu, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles de Pierre-Yves Géolet et pour la région bruxelloise de David Lester. La communauté germanophone sera prise en charge par le PFF, qui est une composante du mouvement réformateur. Au surplus, le Conseil désigne le bureau exécutif comme bureau de campagne. Il sera le lieu central de pilotage et de décision de notre déploiement électoral sur différents aspects, à savoir les listes, le programme, la communication et le budget. Enfin, l'ensemble de ce dispositif entre en vigueur avec effet immédiat, et donc que ce soit la prolongation, mais aussi la question du bureau de campagne et la désignation de Sophie ainsi que des chefs de file tels que je viens de vous l'évoquer. L'ensemble de ce dispositif a un objectif qui est très clair, c'est de faire du mouvement réformateur la première force politique francophone lors des prochaines élections. Nous avons des enjeux majeurs en la matière. L'ensemble de mes collègues ici présents vont pouvoir développer quelque peu. Et donc, à ce titre-là, et ça fait référence à ce que je vous disais dès le départ, il n'a pas été question de régler quelques éléments d'organisation interne ou de mise en œuvre de statuts internes, mais c'est véritablement une projection à l'égard de la société, à l'égard de notre pays, parce que nous estimons que les enjeux sont à ce point importants en 2024 que nous aurons besoin des libéraux, nous aurons besoin de libéraux les plus forts possibles pour pouvoir mener les réformes à bien sur les différentes thématiques que sont la question de l'emploi, de l'énergie, mais aussi des enjeux de sécurité, d'enseignement, de santé, et mes collègues l'évoqueront par après. Sophie, je t'en prie. Alors, bonjour. Bien sûr. Pas certain que ce soit absolument indispensable.
Si tu veux qu'on t'entende bien. Voilà. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour certains et pour certaines, puisque vous savez que je suis moins en contact avec vous individuellement et collectivement depuis ces derniers mois. D'abord, vous faire part de ma satisfaction de pouvoir se présenter aujourd'hui devant vous en équipe. Parce que nous sommes à la veille ou déjà engagés dans une pré-campagne électorale et dans une campagne électorale qui sera fondamentale. Alors, vous me direz quelles sont les campagnes qui ne le sont pas, quelles sont les élections qui ne le sont pas. Mais c'est vrai que la situation dans laquelle le pays est aujourd'hui nécessite, comme chaque fois, davantage de réformes et de prise en charge de ce qui préoccupe la population. Je pense en particularité à l'emploi. Je pense aussi évidemment aux questions de climat et d'énergie, les deux étant évidemment totalement liés au pouvoir d'achat, qui est un sujet qui préoccupe beaucoup la population. Et puis évidemment la santé. On a toujours l'impression que l'organisation des soins de santé en Belgique est quelque chose d'acquis, et c'est vrai qu'on a énormément de chance. On a un des meilleurs systèmes de soins de santé qui soit. Ce qui est important, c'est qu'il soit pérenne, qu'il soit peut-être rendu plus efficace. Bref, l'idée ici, ce n'est pas de vous présenter notre programme, mais c'est de vous dire qu'au-delà des divergences d'approche qui ont été étalées dans la presse ces dernières semaines, l'intérêt et l'important pour le mouvement réformateur, c'est de se mettre en ordre de marche, de travailler à nos fondamentaux, de continuer à les expliquer en équipe, ce qui pourra être fait grâce à la proposition que nous avons faite au Conseil et qu'il a acceptée de manière totale et unanime. Merci Sophie. Pierre-Yves. Merci. Oui. T'as cassé un peu l'ambiance. C'est comme avec les impôts, on fait le boulot des journalistes dans ce cas-ci. Avec les impôts, on fait le boulot de l'administration, disent des indépendants parfois. Bien, merci. Mais je me réjouis aussi d'avoir pu obtenir cette décision et cet accord. Après, c'est vrai, des discussions franches entre nous avec les parlementaires. Mais comme on l'a dit, cette décision, c'est de travailler ensemble, de travailler en équipe sur évidemment toute une série de points importants, comme on l'a dit, la confection des listes, l'élaboration du programme, la communication dans la campagne. Et donc, ce qui est mis en place avec Sophie, mais aussi au niveau du bureau exécutif qui deviendra cet organe de décision et de pilotage de campagne, c'est évidemment se mettre en ordre pour les mois qui viennent. Sophie a évoqué quelques priorités au niveau fédéral. La priorité au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sera évidemment l'enseignement et la formation. Si on veut relever les défis sociétaux, les défis socio-économiques, les défis environnementaux et climatiques, le défi de vieillissement de la population, on a besoin de talents, on a besoin de jeunes bien formés. Et l'enseignement, évidemment, est une priorité. Outre les réformes que l'on met en place au niveau de l'enseignement, je pense que c'est aussi une question de valeur à remettre au cœur de l'école. Le travail, et vous savez que le travail est une valeur transversale au sein du mouvement réformateur, l'effort, le mérite, le dépassement de soi. Je pense qu'on a besoin pas d'une école de la réussite, d'une école de la démagogie, parce qu'on doit évidemment tendre vers un enseignement de meilleure qualité, on le sait, qui lutte contre les inégalités, certes, mais pas d'un nivellement par le bas, mais on doit évidemment upgrader notre niveau d'enseignement et ramener toute une série de valeurs. Et valeurs aussi du respect de l'enseignant, c'est un métier difficile, du respect aussi de l'autorité, des directions d'école. Je pense qu'à un moment donné, on doit aussi faire face aujourd'hui à une déresponsabilisation de certains parents, avec parfois, malheureusement, des enfants rois. Et ça, c'est un vrai problème au niveau de l'école. Et donc, outre les réformes, c'est aussi remettre ces valeurs au cœur du débat de l'enseignement et de la formation. Oui. Sinon, il va dire que les journalistes ne font pas. Quand on peut aider. Mais nous, on est toujours prêts à aider. On est toujours prêts à aider.
Voilà, merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être quelques mots dans la foulée des interventions précédentes. Tout d'abord pour partager avec vous et souligner avec vous combien je suis heureux du déploiement de l'équipe autour et avec notre président. Vous l'observez, ce qui vous est présenté aujourd'hui, c'est la force de la dynamique portée par une équipe, non seulement celle qui est réunie ici derrière cette table, mais aussi celle qui est représentée par l'ensemble de nos mandataires et de nos militants. L'enjeu au niveau wallon, permettez-moi ce scope quelques instants si vous le voulez bien, est effectivement de poursuivre, d'amplifier le rôle qui est le nôtre, d'être déterminant dans cet objectif que nous fixons au MR, qui est d'être tout simplement moteur des réformes indispensables en Wallonie. Et je vais illustrer mon propos peut-être d'un exemple qui vous paraîtra peut-être évident, mais qui n'en est pas moins très prioritaire. C'est évidemment le marché du travail, le taux d'emploi, l'activation des demandeurs d'emploi. 3 chiffres pour résumer mon propos, vous les connaissez peut-être, mais je me permets d'y insister. 227 000 demandeurs d'emploi inoccupés en Wallonie, dont 94 000 le sont depuis plus de 2 ans, et dans le même temps, 158 filières ou métiers différents qui sont en pénurie ou sous tension, et un taux d'emploi global qui est de l'ordre de 65,8% au moment où on se parle. On se rend bien compte que, à la fois au bénéfice de ces personnes elles-mêmes, au bénéfice des entreprises, au bénéfice des employeurs transversalement, mais aussi collectivement de la Wallonie, de manière à alimenter socio-économiquement à la fois les finances régionales, mais aussi la densité de notre activité. Ce dossier est manifestement un dossier prioritaire et un dossier où notre rôle de moteur de réforme trouve à s'exprimer. Ce n'est pas le seul domaine, il y en a un certain nombre d'autres, mais celui-là, parmi d'autres, me semble particulièrement crucial. Merci Willy. David, s'il te plaît. On glisse vers la gauche de la table. Merci. Voilà, je ne peux évidemment pas répéter ce qui a été dit. Je suis très heureux de voir que notre parti est en ordre de marche. Nous avons été francs entre nous et nous le serons aussi avec les électeurs à Bruxelles, parce que je suis convaincu qu'aucune citadelle n'est imprenable et que Bruxelles est prenable pour le mouvement réformateur. Le constat est assez évident. Si vous êtes électeur à Bruxelles et que vous estimez que la situation en termes d'emploi, en termes de mobilité, en termes de sécurité, en termes de neutralité de l'État, en termes de propreté, est favorable, est correcte, est suffisante, alors le message est très clair, ne votez pas pour nous. Parce que le projet que nous allons défendre et que nous voulons implémenter si nous gagnons, et nous gagnerons en juin 2024, est radicalement différent de ce qui est appliqué depuis maintenant 20 ans à Bruxelles, puisque ça fait 20 ans que nous sommes dans l'opposition. 20 ans aussi que nous avons eu l'occasion d'étudier ce qui, à nos yeux, est mal fait à Bruxelles et ce qui, à nos yeux, aurait dû être fait et a été fait parfois dans d'autres villes du monde. Nous avons un plan et un cap qui est extrêmement clair, un projet qui peut être implémenté rapidement, et je suis heureux de savoir que le parti dans son ensemble peut désormais plus que jamais compter sur une équipe forte, alliée de toute une série de talents à Bruxelles, en Wallonie et sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je suis convaincu qu'avec ces dynamiques supplémentaires qui étaient implémentées ici, nous allons prendre cette citadelle qui est Bruxelles. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ramène les micros. Le champ des micros est vraiment dirigé à chaque fois ou ouais. Ok, non, pas de souci. Pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Oui, monsieur Boucher, vous êtes reconduit pour un an à la présidence du maire. On a l'impression que vous êtes toujours bien président, mais que vous avez à vos côtés une présidente et 4 belles-mères. C'est une lourde famille. Je pense que c'est justement la raison pour laquelle on fait cette conférence de presse. Parce que maintenant va commencer le petit jeu de savoir qui a gagné, qui a perdu. Mais nous, notre seul objectif, c'est que le MR gagne. Et donc, il n'y a pas de coprésidence ou de belle-mère, mais il n'y a pas non plus de l'autre côté un président et on continue comme si de rien n'était. C'est un déploiement de campagne. Et dans une campagne, c'est normal qu'il y ait un président, mais c'est normal aussi qu'on puisse tenir compte de l'ensemble des sensibilités du parti,
qu'on puisse tenir compte des expériences, des expertises et des talents de chacun, et donc qu'on ait un déploiement large. Le déploiement va d'ailleurs, pour être tout à fait clair avec vous, continuer à s'élargir avec nos différentes têtes de liste que nous désignerons dans les toutes prochaines semaines avec les différents candidats. Donc le MR, ça va être des visages multiples. Pour le reste, et être tout à fait clair et transparent avec vous, quand on a dans notre formation politique la personnalité la plus populaire aux yeux des francophones, et de façon plus globale aux yeux des Belges aussi, par son action en tant que Première ministre lors de périodes particulièrement difficiles de l'histoire de notre pays, franchement, un parti politique serait quand même totalement hors propos, absurde de ne pas avoir cette personne dans un rôle central dans le cadre de la campagne. Même chose quand on a des bilans gouvernementaux, même chose quand on mène une opposition forte et qui semble porter ses fruits à Bruxelles, aussi via le travail de terrain. Et donc c'est juste ça qui est énoncé aujourd'hui. Donc je sais quel va être le jeu ou l'activité chez certains de dire finalement c'est Boucher qui s'en sort, non finalement c'est les autres qu'on réussit à encadrer ou quoi. On n'est pas dans cette optique-là. On a tous un seul intérêt, c'est celui du MR et celui de notre pays. Et on veut le parti qui soit le plus fort possible. Et donc le mandat à la présidence arrivait à échéance. Il était donc nécessaire de recréer une légitimité. Il n'y avait pas 10 000 manières de le faire. Il y avait deux voies. Il y avait la voie de l'élection. On a estimé aujourd'hui que, compte tenu de la proximité par rapport aux élections générales du mois de juin, ce n'était pas nécessairement la chose sur laquelle les gens nous attendaient, qu'on commence à ce qui aurait pu être considéré comme une perte de temps, à échanger des arguments en interne, etc., plutôt que de s'intéresser aux problèmes quotidiens des gens. L'autre manière de recréer de la légitimité était de remobiliser toute l'équipe, toutes les forces vives, avec, comme je l'ai dit, un déploiement en équipe autour de cet objectif. C'est cette voie qui a été choisie. C'est cette voie qui a été choisie pour quelle raison? Parce que la réalité, c'est que sur la ligne politique, ce qui nous rassemble est beaucoup, beaucoup plus important et plus fort que des divergences qui pourraient apparaître en termes de sensibilité, de personnalité. Et ça, c'est normal. On est un parti qui regroupe plus de 25 000 personnes, en fait. Et donc, c'est évident, ça je vous fais la confidence, les 25 000 ne sont pas tous des moutons à copier exactement ce qu'il leur est dit. Et c'est d'ailleurs une des forces du Parti libéral, c'est la liberté de débat et de discussion. Parce que je trouve que parfois, dans les commentaires qui sont faits, il y a parfois un peu une contradiction de dire que tout est centralisé, mais de l'autre côté, vous le voyez, on a d'ailleurs un art assez consommé à faire œuvre de transparence sur l'état de nos discussions et de nos interrogations. Et donc on a eu ces discussions de façon ouverte, transparente, et à la fin, collectivement, on a pris le choix qui nous estime être le meilleur choix pour le parti. Mais je le répète, et c'est ça qui est plus important, la phrase tout à l'heure, elle n'est pas par distraction, nous voulons être la première force politique francophone parce que nous estimons que nous sommes à un moment particulier. Nous sommes à l'aube du bicentenaire de notre pays avec des défis européens et mondiaux sans précédent sur le plan du climat, de l'énergie, un défi qui est propre à notre pays en matière de taux d'emploi, de gestion des finances publiques et de fiscalité, et que si les réformateurs, si les libéraux ne sont pas autour de la table en juin, eh bien nous pensons que ça sera très dommageable pour notre pays. Et donc, ça, c'est la seule chose qui nous préoccupe aujourd'hui. Dites-vous bien une chose, qu'il y ait défaite ou victoire, elle sera collective. Et nous travaillons pour la victoire. Nous travaillons pour la victoire de nos régions, Bruxelles, la Wallonie, et pour la victoire de notre pays. Et je crois que vous avez les personnes face à vous. Ce sont des personnes qui sont en responsabilité et qui ont eu des expériences qui montrent que le mouvement réformateur aujourd'hui est le parti le mieux doté en termes de talent. Je n'ai pas peur de le dire, nous sommes le parti le mieux doté en termes de talent et il faut faire valoir ces talents, ce serait une erreur que ça ne soit pas le cas. C'est logique aussi, et je termine par là, qu'il y a un redéploiement à partir du fait où pendant la période qui a précédé, il y a eu des gouvernements à faire tourner, il y a eu des dossiers qui ont dû avancer. Et donc aujourd'hui, il y a un nouveau dispositif qui doit se mettre en place parce que la vie des gouvernements va quand même ralentir, qu'on le veuille ou non. Et le moment de la campagne sera un moment très spécifique où chacune et chacun doit trouver sa meilleure place dans l'intérêt du groupe et de l'équipe. Donc pour vous, c'est le scénario idéal. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps pour concrétiser cela? Parce que ça sent couler de source qu'on vous entend
Mais vous dites que ça fait beaucoup de temps. Moi, je peux vous dire, et je crois que mes collègues en témoigneront, ça fait peut-être une dizaine de jours que vous en parlez dans vos colonnes. Pour le reste, je l'ai dit aussi, la volonté du mouvement réformateur, c'est d'être aux responsabilités, au travail, jusqu'au plus loin. Et donc, je peux vous dire une chose, nos bureaux de parti, nos conseils, etc., ont été occupés sur la préparation des conclaves, sur les décisions en matière de nucléaire, sur les décisions en matière d'activation des chômeurs. Et donc, oui, ce sont toutes ces questions-là qui ont occupé nos réunions. Et nous avons pris chaque chose en son temps. Eh bien oui, dans le courant du mois de septembre, eh bien, la question du déploiement électoral s'est posée. Et donc, en réalité, c'est un débat qui a duré 2-3 semaines pour un déploiement qui, quand même, est fondamental. C'est un déploiement pour les 8 prochains mois avec, je le répète, une des élections les plus importantes, une des années les plus importantes. Ça n'est jamais arrivé que la même année, on ait toutes les élections en même temps. Même dans le dispositif précédent, les communales avaient lieu en 2018 et les élections générales en 2019. C'est la première fois où la même année, à moins de 6 mois d'intervalle, on va tout renouveler. Ça veut dire malheur au parti qui ne sera pas à la table. Et donc, nous considérons que notre projet est suffisamment utile, nécessaire et solide pour se retrouver à la table. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a fait de la sorte. Et vous noterez aussi qu'on l'a fait de façon extrêmement démocratique, puisque la discussion a été extrêmement ouverte en la matière. Mais je ne sais pas si Sophie ou l'un des collègues... Sophie, je t'en prie. Les micros nuisent à la spontanéité des interventions, mais ce n'est pas grave. Voilà. Oui, donc... effectivement, il faut, si vous avez parlé d'une présidente à côté du président, si nous voulions proposer une coprésidence, nous aurions proposé une coprésidence. Donc, je pense que c'est une erreur de faire des analyses qui vont au-delà de ce qui a été proposé. Est-ce qu'il s'agit d'un déploiement? Bien sûr qu'il s'agit d'un déploiement. Est-ce qu'il s'agit d'un partage de responsabilités? Bien sûr qu'il s'agit d'un partage de responsabilités, parce que quand on va en campagne, qu'on se présente devant les électeurs, on partage la responsabilité du résultat. Et on a travaillé ensemble. Vous trouvez que c'est long? 3 semaines pour des choses aussi cruciales et importantes pour le déploiement d'un parti, ça n'est pas si long que ça. Et sur le momentum, rappelons quand même qu'il y avait un momentum de discussion nécessaire, puisque le mandat présidentiel arrivait à échéance. À partir du moment où le mandat présidentiel arrive à échéance, nous devons d'aborder la question et de réfléchir ensemble de manière la plus transparente possible, de la meilleure manière de continuer l'aventure. Et la proposition que nous avons faite au Conseil, et qui, je le rappelle, a été adoptée à l'unanimité, correspond à l'ensemble des attentes, je pense, de l'interne du parti, mais aussi, on l'espère, de l'externe. Pourquoi? Parce que la population peut-être s'amuse de lire les expressions des uns et des autres, les analyses sur le fonctionnement du parti, mais je ne pense pas que c'est ça qui les empêche de dormir la nuit. Par contre, les questions qui ont été évoquées ici, et on n'a pas parlé de la sécurité, il y a toute une série de sujets et de thématiques qui sont fondamentales pour notre pays. Je pense que c'est ça qui les intéresse. Et nous, notre ambition, c'est non seulement d'être effectivement la première force politique francophone, mais aussi et surtout en amont de ça, de pouvoir adresser correctement ces sujets à la population et de présenter nos propositions. Et c'est ce que nous faisons en nous mettant en ordre de marche de manière unie et rapide. Georges Boucher évoque des différences de sensibilité. C'est quoi votre sensibilité, Sophie Wilmès, par rapport à la sienne? Alors, il faut bien faire... Je pensais que... Voilà. Mais vous auriez pu poser la question sur le thème, mais donc il y a plein de choses qui vous rassemblent. C'était quand même plus positif comme approche, vous ne trouvez pas? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les différences de sensibilité, elles sont intimement liées à la personnalité des gens, à leur parcours, à ce qu'ils ont vécu, à qui ils sont, à comment ils voient les choses, peut-être aussi le cadre dans lequel ils vivent. Vous êtes urbain, vous êtes plutôt rural, peu importe. La vérité, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est que le mouvement réformateur est un grand parti avec des valeurs ancrées depuis longtemps. Il nous dépasse, nous, individuellement, ici, autour de la table. Il nous dépasse même collectivement par rapport à l'ensemble des mandataires politiques qui défendent ces valeurs, parce que ces valeurs transcendent l'ensemble. Et donc, bien entendu, c'est important de venir chacun avec son approche, sa sensibilité,
son expérience. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va arriver de manière séparée avec chacun son programme? Non, on va s'aligner tous derrière un programme. On fait d'ailleurs le travail en bureau exécutif, au conseil, au congrès, pour pouvoir présenter un programme complet à l'électeur. Est-ce qu'à l'intérieur du parti, il n'y aura pas des divergences, même une fois ce programme accepté sur j'aurais préféré plutôt ceci, j'aurais préféré plutôt cela, mais c'est ça la force d'un parti. La force d'un parti, c'est de pouvoir se mettre d'accord sur les grandes lignes et puis venir avec la sensibilité sans toucher au fond. Parce que si nous venons de manière séparée avec chacun son programme à l'électeur, ça n'ira pas. Et d'ailleurs, ça n'est pas l'essence même de notre parti, ça n'est pas l'essence et le travail d'un grand parti comme le nôtre. On s'est toujours rassemblés derrière des idées et des valeurs communes. Et c'est ce que nous entendons encore faire cette fois-ci. Sur l'organisation pendant la campagne, qui, entre vous deux notamment, décidera, s'exprimera et quand? Ben, ça a été dit tout à l'heure. Ça a été dit tout à l'heure. Les prérogatives des uns et des autres demeurent. Et donc, la question, ce n'est pas de décider tout seul. Il y a un bureau de campagne. Et de toute façon, je veux aussi être très clair avec vous. Tout le déploiement qu'on est en train de mener, c'est un déploiement qui aurait eu lieu dans n'importe quel autre cas de figure. Pourquoi il prend une tonalité particulière aujourd'hui? Parce que comme mon mandat arrivait à échéance dans un mois, tout le monde s'est posé la question de savoir que vont-ils faire? Vont-ils aller aux élections? Vont-ils prolonger? C'est pour ça que vous êtes si nombreux aujourd'hui. Mais l'organisation qu'on vous propose est une organisation qui est une organisation légitime pour une campagne électorale quand on a autant de ressources qu'au sein du mouvement réformateur. Et donc, pour la prise de décision, Sophie l'a dit tout à l'heure, je suis président, mais un président en campagne, et de façon générale, de toute façon, on a des organes, et on l'a dit, le bureau exécutif est un bureau de campagne. Pourquoi? Parce qu'à chaque élection, vous avez besoin d'une équipe stratégique resserrée qui, pour vous le dire clairement, doit se réunir très, très, très souvent, parce que l'actualité de campagne peut bouger. Le moindre article de presse le matin peut à un moment donné créer une dynamique, aller dans une direction. Il y a des choix à faire. Et donc, pour la question aussi de la représentation, je participerai au débat des présidents de parti. Enfin, je veux dire, les choses sont très claires en la matière. Et pour le reste, vos différents médias organiseront des débats sur différentes thématiques, organiseront des débats selon les circonscriptions électorales, organiseront des débats où ils demanderont spécifiquement certains types de profils. Et donc, comme pour toute formation politique, nous répondrons selon les critères qui sont posés. Donc, il n'y a rien qui est différent en la matière. Ici, ce qu'on veut montrer, c'est au contraire qu'on fait monter sur le terrain toute une série de joueurs à des postes différents. Et effectivement, le fait que ça soit médiatisé, c'est parce que mon mandat arrive à échéance et donc cette question se posait. Mais avoir les meilleurs joueurs aux meilleures places, vous savez que je suis président d'un club de football, ça, c'est la recherche de toute équipe. Et c'est ça qui fait gagner une équipe. Vous pouvez avoir les meilleurs joueurs, s'ils sont mal positionnés, ça ne marche pas. Et parfois, il faut aussi se rendre compte que ces joueurs, il faut parfois déplacer sur un endroit ou un autre. Donc voilà, la stratégie, c'est quelque chose aussi qui est évolutif en la matière. Et donc, il n'y a rien d'autre. Encore une fois, les prérogatives présidentielles sont les mêmes. Mais l'idée qu'on doit travailler sur le dispositif global et l'équipe est aussi quelque chose de présent. Et donc je sais, encore une fois, je le répète, que l'objectif sera de dire mais l'accord est plutôt équilibré pour qui il est favorable, pour qui il est défavorable. Cherchez, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas parce que cet accord, c'est un accord qui est dans l'intérêt du MR, où chacun était respecté et où on va aussi, et c'est la volonté, montrer toute la solidarité par rapport à l'accord et au travail qui est mené. Je ne sais pas si d'autres... Si on continue sur les questions. Madame Dubuisson. Vous parlez d'un redéploiement, vous avez utilisé l'expression que le MR aurait de multiples visages. Alors j'ai une question pour chacun de vous. Ce n'était pas assez efficace jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il y en a un qui veut commencer ou si je commence. Peut-être Pierre-Yves. voilà, Pierre-Yves, comme ça Allons-y. on multiplie les visages et les interventions. Hop, c'est là.
Comme ça, on va voir ce que je dis, et puis après... On peut corriger. Mais je pense qu'on a tous, évidemment, des caractères et des sensibilités différentes, et ça ne touche en rien, on l'a dit, le programme et le contenu, mais on peut dire parfois les mêmes choses de façon différente. Et c'est clair aussi que Georges Louis incarnait le parti, et il est président depuis 4 ans, et qu'à un moment donné, en campagne, c'est bon que le parti ne soit pas incarné par une seule personne, mais que le parti joue davantage en équipe, qui est de la visibilité beaucoup plus forte. Et je vais dire que c'est logique quand on se met en campagne. Je vais dire forcément, et ici c'est le premier redéploiement. Le second redéploiement, ce sera la désignation des têtes de liste. Le troisième déploiement, ce sera la confection, je vais dire, des listes avec l'ensemble des candidates et des candidats. Donc, je vais dire, c'est logique que ça se passe, comme on l'a dit, ici, et qu'on était à un tournant avec l'échéance électorale qui arrivait, de le faire. Et je pense que c'est utile qu'il y ait aussi des expressions et des tonalités plurielles, même si sur le fond, on est évidemment bien d'accord. On est déjà très loin dans le processus programmatique. On a eu beaucoup de conférences, on a eu beaucoup de congrès. On en aura encore un très important le 22 octobre. Mais voilà, et on connaît évidemment toutes nos qualités et tous nos, parfois, voilà, nos petites faiblesses. Je pense que Georges Louis est probablement le meilleur débatteur je veux dire, politique francophone. Et s'il y a des présidents parfois qui laissent le siège vide, c'est parce qu'il fait peur aussi. On peut expliquer beaucoup d'autres choses, mais je pense parce qu'il fait peur aussi. Et donc aujourd'hui, c'est une décision importante. C'est vrai qu'on a eu des échanges constructifs, positifs, sereins. Et on est en ordre de marche aujourd'hui. C'est ce que je retiens, c'est l'intérêt du parti qui prime. Et si on est, je veux dire, 5 ici, et il manque encore David, je pense que ce n'est pas... pardon, 26 heures. Ce n'est pas, ce n'est pas anodin. C'est un message fort aussi pour montrer qu'on est et qu'on lance la campagne avec des équipes et avec un programme fort. Monsieur Jolet, ça veut dire qu'après ce que vous venez de dire sur Georges Louis Boucher, c'est qu'il est un peu à la Juppé. Il reste le meilleur d'entre vous. Le problème, c'est qu'il a fini en prison après cette phrase. Je souhaiterais éviter cette case, mais voilà, après... Mais oui, et quand je dis, soyons très clairs, c'est la personnalité aussi. C'est ça. Voilà, quand on parle qu'il incarne le parti, je n'ai pas... Georges Louis, on a eu beaucoup de discussions, je n'ai pas cherché à incarner le parti, mais c'est peut-être le caractère, je veux dire, qui a fait qu'il incarnait, je veux dire, le parti. Et ça, des côtés, je veux dire, dans l'élaboration d'un programme, dans la gestion d'un parti, c'est important. Mais ici, on est dans une seconde phase, je veux dire, la campagne, et donc, je veux dire, la visibilité plurielle, je pense, est importante et essentielle. Et ça ne va pas se résumer aux 6 personnes ici. Quand on va avoir nos têtes de liste, eh bien, nos têtes de liste vont aussi, je veux dire, assumer des responsabilités. Quand on est tête de liste, on assume aussi des responsabilités. Et puis, il y aura, je l'ai dit, la confection de liste. Et voilà, nous sommes tout à fait en phase avec ça, sinon on ne serait pas là. Je pense qu'on a chacun des caractères forts. Et donc, je pense qu'on ne serait pas là si on n'était pas, je veux dire, convaincu de ce redéploiement. Et nous le sommes. Oui, vous voulez transmettre le micro. C'est le transhumance de micro. Oui. Voilà. Donc je réponds à la question de façon très, très directe. Oui, il y aura un déploiement de plus de visages. Oui, c'est assez naturel parce qu'on va arriver au moment de la campagne électorale, au moment du déploiement, au moment où effectivement, dans la vie des gouvernements, on va arriver progressivement à un moment de période moins intense en ce qui concerne l'activité immédiate, en tout cas des gouvernements. Et ça dépend aussi de vous, puisque vous êtes nos partenaires de visibilité habituels. Donc la réponse à votre question est partiellement également chez vous, si je puis me permettre. C'est presque une invitation. Je veux bien. Voilà. Il me semble qu'on a perdu un micro On en a perdu chemin. le micro en chemin, oui. Il est parti, il a eu ses réponses et donc ici c'est bon. La réponse était insatisfaisante, mais privé d'un micro. Peut-être puisque vous posez la question à chaque personne, je crois que c'est difficile de
compléter parce que tout a été dit. Je crois qu'on a un problème de luxe ici, c'est qu'en fait on a plusieurs excellents joueurs. Ça me fait un peu penser, moi je suis un fan du sport cycliste et cette année la Jumbo-Visma a gagné chaque grand tour, Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne, chaque fois avec un joueur différent. Mais le Tour de France, c'est quand même le patron qui l'a gagné, c'est Vingegaard. Et donc, et je promets qu'on peut nous faire un contrôle antidopage. J'allais faire une blague sur le dopage, mais tu me l'as piqué, mais c'est vrai. Et je pense qu'on a le même problème et qui est en fait une vraie opportunité, c'est qu'on a plusieurs joueurs qui peuvent gagner, ou plusieurs coureurs qui peuvent gagner le Grand Tour, et qu'on a su ici, au travers de 2-3 semaines de travail et de construction, non pas uniquement dire que l'on allait décréter une victoire, mais qu'on allait construire cette victoire. Et ce déploiement, c'est cette construction. Donc vous avez Alain Juppé, mais pas Remco Evenepoel. Il est pas à Jumbo. Hein. Justement, Ah oui. vous l'avez pas. On a failli. Mais on a Eddy Merckx. Peut-être juste là-dessus, c'est Je sais pas si ça m'arrange. mais juste sur cette question, encore une fois, là aussi, je sais qu'on va essayer de chercher en disant « Ah, mais ça veut dire que ceci, cela ». Ces 4 à 5 dernières années, tout le monde a fait son boulot au niveau où il devait le faire. Il y a des choses qui ont été très très bien faites, parce que je tiens quand même à rappeler dans la vie des gouvernements, dans le déploiement, et il y a des choses où on peut toujours se dire qu'on peut faire mieux. Je veux dire, il n'y a personne ici qui prétend à tout faire parfaitement. Mais ici, encore une fois, c'est un autre moment. Donc ce n'est pas une question... Soit le mandat arrivait à échéance et on n'était pas à l'approche d'élections, et donc il y aurait eu des élections internes et un débat normal qui se fera de toute façon dans un an, au moment où ces différentes séquences seront passées. Soit on est en période électorale, mais il ne fallait pas renouveler le mandat, et nous aurions malgré tout dû faire un redéploiement. Et donc je pense que c'est ça qui est à retenir. Il n'y a rien de particulier à aller chercher en la matière. Je suis certain que les autres formations politiques, eux aussi, ont établi tout un processus, un déploiement, une stratégie sur le plan électoral. Et comme l'a dit David tout à l'heure, nous, on a un luxe particulier, c'est qu'en fait, on a pas mal de grandes personnalités. Et donc, autant pouvoir travailler de la manière la plus efficace avec ces grandes personnalités. Mais le but ici, encore une fois, c'est une projection pour le futur, et je sais que c'est ça qui va intéresser beaucoup, mais nous, ça ne nous intéresse pas de regarder dans le rétroviseur. Encore une fois, je pense qu'on a fait du très bon travail collectivement, qu'on a été très marquant sur pas mal de dossiers. Je crois que le dossier nucléaire, que ça a été avec Sophie comme vice-première ou par après David, puisque ce dossier a été fil conducteur, que ce soit des réformes importantes en matière d'enseignement, en matière d'enseignement supérieur, en matière également, encore récemment, d'aide à la jeunesse sur des moyens budgétaires par Pierre-Yves et successivement Valérie et Françoise, que ça soit en Wallonie, la question du budget dont on vient de parler récemment, mais aussi des réformes de structure comme Wallonie Entreprendre qui ont été menées par Willy, et aussi tout notre travail d'opposition qui a été mené à Bruxelles et qui offre aujourd'hui une opportunité énorme au MR. Parce que moi, j'aime bien qu'on nous explique tout ce qu'on veut, mais quand je suis devenu président du MR, on nous a dit, vous savez, Bruxelles, pour vous, c'est mort. C'est terminé. Parce que vos positions sur la neutralité de l'État, vos positions en matière d'emploi, vos propositions en matière de mobilité ne correspondent plus à la sociologie bruxelloise. Force est de constater qu'aujourd'hui, on joue la première place. Quand je suis devenu président du MR, on nous a dit aussi « Ah, la Wallonie, impossible de détrôner le PS ». Nous voyons quand même collectivement que la première place se jouera entre 2 à 3 formations politiques dans finalement des proportions de chiffres qui sont faibles. Ça va jouer à pas grand-chose en fait. Et c'est ça aussi le message qu'on va faire passer quand on dit première formation politique francophone, c'est que nous sommes totalement conscients que l'élection ne va pas se jouer à grand-chose. Et c'est pour ça qu'on doit mettre toutes nos forces dans la bataille, tous nos visages, toutes nos personnalités, parce que la victoire ou la défaite se jouera à quelques sièges. Ça ne va pas se jouer à beaucoup. Et selon ce qui va s'en suivre, parce que vous me direz la victoire ou la défaite du MR n'intéresse que les militants du MR, et vous avez raison, mais nous avons la conviction que ça va totalement influencer les accords de gouvernement. Soit nous sommes dedans
Et nous continuerons à travailler pour le nucléaire, pour l'indépendance énergétique, pour une meilleure récompense du travail, une activation des personnes qui peuvent l'être, un enseignement plus efficace et l'enseignement du mérite, des soins de santé plus efficients également pour ne pas devoir attendre des mois avant d'avoir un spécialiste, pour ne pas avoir des professionnels de la santé qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Soit ces éléments seront à l'ordre du jour des accords de gouvernement, soit ça ne sera pas. Et aujourd'hui, le seul vote utile de centre droit en Belgique francophone, c'est le mouvement réformateur. Et ça, je tiens quand même à le dire. Aujourd'hui, nos concitoyens ont un choix qui est très clair. Soit une orientation de centre droit qui récompense le travail avec le sens de la justice et de l'égalité des chances, soit 50 nuances de gauche. Et aujourd'hui, c'est ça qui s'offre aux électeurs. Et on ne sera pas trop des 19 têtes de liste, des 6 membres du bureau exécutif, plus des centaines de candidats pour le rappeler et convaincre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes la seule alternative démocratique à toute une série de difficultés qui s'offrent à nous. Est-ce que DJ Renders, c'est vraiment tout le monde. Hein. Oui. Heureusement qu'on est là pour entendre ce que les autres disent. Non, je plaisante. Par contre, rappelez-moi votre question, est-ce qu'on a digressé dans beaucoup de choses? Est-ce qu'avant, il n'y avait pas assez de visages? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tout gouvernement et dans période entre élections, il y a des temporalités. Aujourd'hui, on rentre dans une temporalité nouvelle qui est la pré-campagne et puis la campagne. Vous aurez remarqué que ce sont des moments où l'activité médiatique des différentes personnalités politiques, ça se voit dans le temps, peu importe, et dans tous les partis, augmente de manière importante. C'est vrai que c'est quelque chose pour lequel je plaide évidemment. Pourquoi? Parce que moi, je ne crois pas en une dynamique qui viendrait à démontrer que dans un parti, il y a un homme ou une femme providentielle. Je ne crois pas dans la dynamique qu'un homme ou une femme porte l'entièreté des valeurs d'un mouvement. Et certainement pas quand on est un mouvement aussi grand et aussi important que le nôtre, et certainement pas quand il y a autant de talent. Et donc, la question ici, c'est de se projeter vers l'avenir et de se rendre compte et de montrer surtout que nous avons ces talents et de les mettre en avant. Et je pense que c'est aussi une dynamique, je dois le dire, qui va être assez naturelle. Elle va être naturelle parce que l'on va rentrer en campagne électorale. Ce n'est pas révolutionnaire d'estimer qu'en campagne électorale, les communications doivent être plus nombreuses. Peut-être aussi bien organisé, puisque là, on sera évidemment dans un déploiement d'équipe et autour d'un programme, et évidemment pluriel autour des différents visages. Parce que si le message doit rester le même pour tous, les sensibilités, les approches, les manières de dire peuvent, à mon avis, nous apporter beaucoup de choses dans cette campagne électorale. Ce que je veux dire, oui, je comprends. Tweeter, est-ce que avec un, on a assez. Hein, vous savez. Voilà. C'est certainement, lui, il va très vite. C'est pas pour ça que j'en ai deux. Mais encore une fois, donner le même message. Mais encore une fois, le message du MR est le même depuis le début. Donc moi, je veux bien qu'on nous explique tout ce qu'on veut, mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans la formation politique qui ne trouve pas qu'il faille plus activer les personnes qui peuvent l'être. Il n'y a pas quelqu'un au sein du MR qui dit qu'il ne faudrait pas baisser l'impôt, sans nécessairement faire un shift, mais faire un vrai cut fiscal. Personne ne dit non plus qu'il ne faudrait pas s'engager au niveau du nucléaire. Donc nos positions sont claires, partagées et communes. Encore une fois, il ne faut pas chercher midi à 14h.
on n'a pas tous la même personnalité. Quand on parle de sensibilité, c'est ça. C'est qu'on dit la même chose, mais il est évident qu'il y a des profils qui sont peut-être plus sensibles à certaines considérations que d'autres, et donc ça peut changer la sonorité de la mesure, mais pas la mesure en tant que telle. Et donc ça, j'insiste quand même que contrairement à d'autres formations politiques, nous avons toujours eu à cœur d'avoir des positions qui soient lisibles, claires et partagées. Le MR, ce n'est pas des polyphonies corses, ce n'est pas du tout ça. Mais effectivement, je le répète encore une fois, nous avons tous un vécu différent, une sensibilité différente, un parcours différent. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois vous pouvez porter exactement le même message, la manière dont il sera porté, la sensibilité qui y sera apportée peut être plus audible pour certains publics que pour d'autres. Et pour le reste, en ce qui concerne le travail, moi je l'ai dit tout à l'heure, on a des réunions très régulières, on travaille en commun, mais on travaille aussi en confiance. Et donc, ce n'est pas... n'essayez pas non plus de chercher. Moi, de mon côté, je ne vais pas commencer à contrôler. Voilà. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Bien sûr qu'on a des échanges. Et donc, après des débats, etc., on dit, ah ben là, tiens, il y a peut-être cet argument-là ou tel élément. Mais ça, on l'a fréquemment. Et je peux vous dire, en particulier, Sophie et moi, on n'a pas attendu la conférence de presse d'aujourd'hui pour le faire. Je peux vous dire qu'on est en contact quotidien. Et ça n'a pas... dans des discussions qui sont toujours très franches, et ça n'a pas attendu ici pour que ce soit le cas. Mais pour le reste, encore une fois, c'est un travail d'équipe qui repose sur la confiance et la volonté. Ce sont des mots qui sont revenus fortement lors du Conseil. C'est vraiment la notion de collectif, d'équipe, de compagnonnage et de solidarité entre nous. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, on peut le regretter, mais c'est comme ça. C'est vrai que parfois, il y a des phrases de réunion qui sortent dans le journal et lues comme ça peut donner des impressions désagréables. Mais je ne souhaiterais pas un fonctionnement de parti où on ne se dit pas les choses honnêtement. Et avoir la capacité de se dire les choses honnêtement, c'est déjà le premier symbole de la confiance et de la solidarité. Parce que si c'est pour dire des choses sous cap et qu'en réunion, on ne se dit jamais rien, c'est la pire des choses quand vous gérez une équipe. Ici, au moins, nous, on a la capacité de se dire les choses en face et de rester en bonne relation, de rester amis malgré ça, parce que justement, des amis, ça doit être capable de se dire les choses, parfois aussi les choses les moins agréables. Tout le monde a terminé. On fait en individuel. Sophie, tu dis un mot ? Moi, je fais pas